blouson noir. L'expression a gardé toute sa force évocatrice, où le cuir, la violence et le rock'n'roll s'allient pour raconter une époque. Il suffit du vrombissement de quelques motos sur une route de campagne et d'hymnes rock pour plonger 50 ans en arrière. Un âge d'or, celui de la France des 30 glorieuses, insouciante et heureuse, seulement perturbée par les excès d'une jeunesse turbulente et de ses avatars les plus violents, les blousons noirs. Ils s'appelaient Patrick, Gérard, Jean-Paul. Tous avaient entre 15 et 16 ans quand ils ont rejoint une bande. Entre petits larcins et délits, ils ont flirté avec la délinquance juvénile. Ils ont fait peur à la société, bousculé ses certitudes, refusé ses codes. Une révolte qui ne revendiquait rien, une violence qui ne semblait se nourrir que d'elle-même. Une rébellion qui ne défendait aucune cause. Une silhouette inquiétante, vêtue de cuir noir, chaussée de bottes. Le blouson noir est une figure mythique des légendes urbaines, celle d'une jeunesse désœuvrée, prompte à la bagarre, rétive à toute forme d'autorité. Une figure associée à une ribambelle d'attributs, de clichés toujours vivaces, qui viennent immédiatement à l'esprit lorsque l'on prononce ces deux mots, blouson noir. Années 50, voyou. Jeunesse turbulente. Oh, oui, bande de jeunes, on va dire. Bah, blouson noir, c'est écrit au pluriel. Hein, donc l'image, ce qui fait peur à l'époque, c'est la bande. Banlieue, voilà. Parce que de toute façon, vous n'en trouverez pas autre part. Moto, cran d'arrêt, perfecto. Cet univers de violence ordinaire sur fond de banlieue, personne sans doute ne l'a mieux dépeint que Renaud, le barde gouailleur des mauvais garçons. J'étais tranquille, j'étais peinard, accoudé au flipper, le type est entré dans le bar, a commandé un jambon beurre, puis il s'est approché de moi, puis il m'a regardé comme ça. T'as les bottes mon pote, elles me bottent. Je parie que c'est les Santiago, viens faire un tour dans le terrain vague, je vais t'apprendre un jeu rigolo, à grands coups de chaîne de vélo, je te fais tes bottes à la baston, moi j'y ai dit, laisse béton. Mais lorsque Renaud chante cette complainte du jeune héros des terrains vagues, à la fin des années 70, le blouson noir est déjà une image d'Épinal, une figure qui appartient au passé. Pourtant, il demeure aujourd'hui encore l'archétype du jeune délinquant, asocial et violent. Qui étaient-ils vraiment, ces blousons noirs? Comment sont-ils devenus les icônes noires des années 60, réputées si heureuses dans le souvenir de ceux qui les ont vécues? Rénovation nationale. Voilà une vaste et rude entreprise. À la France telle qu'elle est, l'époque et le monde où nous vivons n'offrent le choix qu'entre une grande réussite ou un abaissement sans recours. À l'intérieur, notre pays est en train d'accomplir une transformation qui le destine, pour l'avantage de tous ses enfants, à une prospérité et à une puissance digne de lui. Prospérité, puissance retrouvée, ambition. Lorsqu'en janvier 1961, le général de Gaulle évoque la rénovation nationale du pays, l'heure est à la confiance en l'avenir. En à peine 15 ans, la France a su reconstruire ce que la guerre avait détruit et aller bien au-delà.
Elle est l'une des 5 puissances victorieuses de 1945 et traite d'égal à égal avec l'URSS ou les États-Unis au Conseil de sécurité des Nations Unies. Avec l'avènement de la Ve République en 1958, ces institutions ont enfin trouvé l'équilibre et la stabilité qui leur manquaient. Encore quelques mois et le conflit algérien sera réglé. Le pays en aura fini enfin avec les aventures coloniales et pourra résolument se tourner vers l'avenir. Son économie est florissante, sa démographie explose. Jamais depuis le début du siècle, la population française n'a compté une telle proportion de jeunes. Les jeunes, justement, eux n'ont pas connu les années noires de l'occupation. Ils sont nés avec la victoire et portent en eux l'insouciance de l'époque. Ils sont agités, bruyants, effrontés, et pour les plus durs d'entre eux, les blousons noirs, provocateurs. La cité du Paillou. Ouais, ça a bien changé. Ce qui manque, c'est la vie. On était une bande de jeunes ici à début 60. Une quinzaine de mecs. Dans les maisons qu'on voit ici. Portant jean, blouson, ce qui était un scandale pour nos vieux, pour tous les, ce qu'on appelait les croulants à l'époque, les gens plus âgés. Moi, j'habitais ici exactement. Là, c'était chez moi, ouais. 11 cité du Paillou. Ah, c'est ouvert. Ben, je rentre chez moi, les gars. Chez lui, Jean-Paul n'y est pas revenu depuis le milieu des années 60. Incroyable. La cité du Paillou. Ce sont ces quelques pavillons hétéroclites adossés à quelques bars HLM, coincés entre les champs et la ville. Issoire, sous-préfecture du Puy-de-Dôme, 10 000 habitants en 1960, avec une caserne, une usine métallurgique et des blousons noirs qui défraient les chroniques locales. Donc on se réunissait sur la petite place, là, avec les bécanes, et on déboulait un pétarade d'enfer sur Issoire. Là, c'est la cité du Paillou, dont, quand on a eu des merdes avec les flics, la cité avait été aussitôt automatiquement dans la presse locale et même nationale à l'époque, Paris Presse intransigeant, nommé comme endroit donc, où vivait cette bande qu'on appelait les Croix Blanches. On s'appelait les Croix Blanches, c'est le nom qu'on s'était donné. Bon, on avait 16 ans, 17 ans. En 1960, Jean-Paul et ses Croix Blanches sèment la pagaille dans la trop tranquille campagne auvergnate. Courses-poursuites, bagarres, tapage nocturne, vandalisme. Ils ont, dit-on, le diable au corps. Mais leur plus haut fait d'armes reste l'agression gratuite d'un groupe de collégiennes regagnant leur pensionnat. Un événement dans ce coin perdu de la France profonde. Mais l'irruption soudaine de ces violences urbaines est loin à l'époque d'être un fait isolé. Entre 1959 et 1963, la presse régionale est pleine de ces faits divers mettant en scène des bandes de jeunes garçons dévoyés, violents, voleurs, violeurs même. Une jeunesse qui semble avoir perdu tous les repères moraux, se moquer de tout, ne croire en rien. À l'époque, on incrimine le cinéma, la musique et toute cette déferlante culturelle que depuis la libération, l'Amérique déverse sans fin sur l'Europe. On parle de déclin, de décadence. On redoute l'avenir que nous préparent ces jeunes sans foi ni loi. Pourtant, avec le temps, la plupart d'entre eux rentreront dans le rang. Ils seront pères de famille, ouvriers, fonctionnaires, commerçants. Seule une infime frange basculera dans la criminalité, la vraie. Mais en attendant, la France se sent déjà malade de sa jeunesse. Il y a véritablement eu, oui, on peut appeler ça psychose, ou en sociologie on dit une panique morale, hein, une panique sur la décadence des mœurs. Bon. Alors qui est à la fois, encore une fois, un phénomène générationnel classique,
hein, des vieux qui disent on ne se reconnaît plus dans la jeunesse, ils n'ont pas les mêmes valeurs que nous. Bon. Comme toujours dans ces matières-là, il y a à la fois un ensemble de réalités, hein, de pratiques de délinquance juvénile, et puis il y a une construction médiatique et politique de ces phénomènes. Il y a une série de couvertures médiatiques qui vont fixer cette image, cette iconographie hein, du blouson noir, enfin, ou des blousons noirs. Hein, donc ce groupe de jeunes qui ont un jean, des bottes, un blouson, une casquette, un mégot à la bouche, une mobilette, un quartier populaire, un bidonville, un taudis ou un grand ensemble en construction en décor, hein, en quelque sorte, derrière eux. Et puis un regard provocateur, un peu menaçant, bon, là, qui sont en groupe, avec essentiellement des garçons, de temps en temps une fille qui traîne. Voilà. Cette image-là, cette iconographie, va être consacrée par un certain nombre d'images, de une médiatique, y compris une célèbre couverture de Paris Match, je crois, lors de l'été 1959, et qui va contribuer beaucoup à fixer cette image. La presse s'emballe, c'est un fait. Au cours de l'été 1959, on assiste à un déferlement de titres anxiogènes, d'images qui se veulent choquantes. Un demi-siècle plus tard, cette panique morale hante toujours notre inconscient collectif. Et pourtant, tout est parti de presque rien, d'un fait divers somme toute assez banal, surgi au cœur d'un été trop tranquille. Le phénomène blouson noir est très délimité dans le temps, puisqu'il apparaît en l'été 59 avec l'affaire du square Saint-Lambert, une bagarre au square Saint-Lambert. Après, on va cesser de parler des blousons noirs à peu près fin 62, début 63. C'est donc un phénomène relativement délimité dans le temps. Ce qui est délimité dans le temps, c'est bien sûr le bruit médiatique fait autour de ces bandes de jeunes, et pas du tout le phénomène des bandes. C'est-à-dire que des bandes de jeunes, il en existait avant l'été 59, et ça a continué à exister après 1963. Difficile de croire que tout a commencé là, au square Saint-Lambert, dans le 15e arrondissement de Paris. Un square parisien comme tant d'autres, avec ses pigeons, son gardien à képi. Un lieu de rendez-vous pour les jeunes de ce quartier tranquille de la capitale. Ils s'y retrouvent après la classe ou le travail. Pourquoi, au fait? Pour ne rien faire, simplement passer le temps entre soi, à l'écart des parents, des croulants, comme ils préfèrent les appeler. Mon Dieu, ils sont pas bien à craindre quand même, parce que ce sont des petits gars qui veulent se donner un petit peu de zèle, mais... Ça ne va pas plus loin. Non, on leur appuierait sur le nez et sortir encore du lait, c'est des gosses. Seulement, ils veulent faire les petits caïds. Et quand on les prend un petit peu brusques, alors à ce moment-là, ils sont rébarbatifs. Rébarbatif, le mot est étrangement maladroit. D'autant que ces gosses sans histoire, ou presque, ont semé la terreur plusieurs heures durant dans tout le quartier. Le 27 juillet 1959, deux bandes de jeunes se donnent rendez-vous square Saint-Lambert. L'une réside dans le quartier qui entoure le square, l'autre vient d'une cité de la Porte de Vanves, à quelques kilomètres de là. En tout, une centaine d'adolescents venus en découdre, armés de chaînes de vélo, de poings américains et même d'os de mouton. La police s'est interposée et a procédé à une trentaine d'arrestations. Les riverains sont sous le choc. Et quelle est la réaction de la police quand il y a des histoires comme ça? Oh ben, quand elle chope des gars, ben, à ce moment-là, elle cogne. Et la réaction de vos parents? Oh, ils sont pas au courant. Ils ne sont jamais au courant? Oh non, non, jamais. Mais la population tranquille du quartier Saint-Lambert se remet difficilement de ce qu'elle a vécu comme une émeute. Et la presse fait ses choux gras de la bataille de Saint-Lambert, qui pourtant a été évitée de justesse. D'autant que le même jour, à Bandol, dans le Var, un autre incident fait écho aux incidents parisiens. Une quarantaine de mauvais garçons toulonnais viennent semer la pagaille aux abords d'une fête foraine. Eh ben, ils sont arrivés, ils ont pris leur fanfaron, là, leur bouffon, quoi. Et ils ont commencé à frapper les jeunes, ils sont tombés 40 sur une jeune, alors les jeunes, ils ont continué. Il y en a un qui a la tronche ouverte, il est à l'hosto en bas. Il y en a un autre qui a envoyé son bulletin de naissance.
alors les jeunes maintenant continueront. Ouais. Il ne s'agit ni de voler, ni de manifester une quelconque révolte politique. Simplement de se battre et de casser. Qu'arrive-t-il à la jeunesse française? La question est à la une des journaux nationaux. Et pour la première fois, France Soir emploie un terme qui fera florès, blouson noir. Cette violence qui semble gratuite, Gérard l'a pratiquée. Au début des années 60, il était membre de la bande du Carrefour des Laitières, à Montreuil, en banlieue parisienne, un des hauts lieux du phénomène blouson noir. Le problème des blousons noirs, c'était juste les attaques entre bandes et tout ça. Donc il y avait Bagnolet qui nous embêtait un peu plus, ces trucs. On a eu des coups dans le baston au bois de Vincennes, parce que tout se passait au bois de Vincennes, parce que nous, on ne faisait pas ça dans les rues. Ça se passait soit au bois de Vincennes, soit dans le haut de Montreuil. Une petite anecdote comme ça, un jour, pour une histoire de fille, toujours une histoire de fille, il y a un gars de la bande qui avait été piqué une fille à un gars. On s'est retrouvés, il était 200 dans les rues quand même. Ça, c'est un truc qui m'a marqué. Les mobylettes passaient devant chez moi et tout. Donc j'ai trouvé mes copains de chez moi et puis je leur dis qu'est-ce qui se passe. Alors ils m'ont expliqué le coup. On s'est retrouvés au but à Morel, à Montreuil. C'était un endroit dans le temps où il y avait du stock-car et du motocross. Et c'était un truc, il n'y avait pas de maison, quoi. C'était en friche. Et on s'est retrouvés face à face avec les bandes de là-haut. Et en fin de compte, on s'est aperçu que les gars d'en face, c'était des potes, quoi. Donc ça s'est terminé chez les flics parce que les flics sont arrivés. Mais il y avait quand même des baramines, il y avait les chaînes de vélo, parce que c'était les fameuses chaînes de vélo, les ceinturons et tout ça. Logique de clan, logique de territoire. Le blouson noir n'existe qu'en tant que membre de sa bande, comme un guerrier défendant sa tribu. Et la bande, elle, offre à ses membres la geste épique de ses faits d'armes, comme alternative à la solitude et aux affres de l'adolescence. Patrick a rejoint sa bande en banlieue sud, à 14 ans à peine. Je me souviens très bien d'une baston porte d'Italie qui était la première à laquelle je me trouvais mêlé, mais d'homme à homme, parce qu'en fait on se battait à la régulière, à la loyale, c'est-à-dire qu'il ne s'agissait pas d'être 30 contre 1, mais de se bagarrer a priori avec ses poings. Et c'était des bastons entre bandes, donc à la fête foraine, à la sortie du golfe Drouot, au week-end, dans tous ces endroits-là dans lesquels il y avait quasiment une opportunité organisée de se mettre sur la gueule, comme on disait. La baston. Cette baston à la régulière, entourée des membres de la bande, sur un fond de décors de tours et de bars, le cinéaste Marcel Carné la met en scène en 1960 dans son film Terrain vague, l'une des seules œuvres cinématographiques consacrées à cette jeunesse turbulente. Mais ce que montre aussi le film, c'est que cette violence est avant tout tournée contre ceux-là même qui la pratiquent. On se bat entre soi, entre bandes, contre soi-même. Quand il y a un phénomène comme ça, vous allez trouver, évidemment qu'en regardant, vous allez trouver des phénomènes d'affrontement de groupe, etc., que vous aurez peut-être moins dans les périodes suivantes ou juste avant, etc. Mais ça n'a rien de dramatique si vous n'êtes pas partie prenante de ces histoires-là. C'est exactement comme les histoires d'Apache au début du siècle. Quand on vous vendait, vous prenez la presse de 1902, vous avez l'impression que vous ne pouvez pas sortir dans les rues, vous allez vous faire égorger parce qu'il y a une bande tous les 10 mètres qui a un pic à glace en main et qui attend le bourgeois. Certes, c'est un phénomène qui existe, mais si vous demandez à vos parents comment ils ont vécu l'époque, ils ne vous disent pas « Oh, à l'époque, on ne pouvait pas sortir, il y avait tellement de blousons noirs qu'on se faisait attaquer, c'était hyper dangereux. » Non, vous disiez, si je ne vais pas le vendredi soir au bois de Vincennes avec un cyclo et une tête de mort en criant « Les mecs de Montreuil, c'est tous des nazes », a priori, vous n'arrivez pas grand-chose avec les mecs de Montreuil. Tu triches au jeu et dans le pays, on te surnomme partout le maudit. Mais attention, un jour tu finiras dans la poussière. Un phénomène finalement très circonscrit, mais qui a marqué l'époque du saut d'une violence débridée, sauvage, incontrôlée.
Peut-être au-delà du simple engouement médiatique, y a-t-il une autre raison, plus dissimulée? Les blousons noirs sont un épouvantail politique dont vont s'emparer ceux qui ont en charge le maintien de l'ordre public. Donc il y a véritablement ce goût médiatique pour le sensationnel, et puis il y a aussi une mobilisation politique qu'il ne faut pas oublier sur ces questions-là. La peur, c'est aussi une ressource politique, hein, pour ceux qui vont du coup se poser en gardiens de l'ordre et en défenseurs face à l'insécurité. On voit bien comment nos années contemporaines sont totalement plongées là-dedans en permanence, mais c'était déjà le cas à l'époque. Je me souviens par exemple, entre autres discours et archives politiques, je me souviens par exemple d'un discours du préfet de police de Paris de l'époque, qui s'appelait Maurice Papon, pour ceux qui ont un petit souvenir de qui c'était par ailleurs, et qui embrayait sur ces phénomènes dits nouveaux, ces bandes de jeunes criminels terribles, et qui disait qu'ils étaient totalement pervertis, entre autres choses, par les industries américaines, au point dans une interview un jour j'avais entendu dans des archives radiophoniques, disait qu'il faudrait peut-être songer à interdire les concerts et le rock'n'roll, cette musique qui excite et rend les jeunes fous, etc. quoi. Au fil des semaines, les blousons noirs ont élargi leur champ d'action. Ils ont commencé en jetant des encriers aux terrasses des cafés, ils ont continué en crevant les pneus des voitures et en volant des scooters, puis, avec leur arme favorite, la chaîne de bicyclette, les blousons noirs ont attaqué les passants. Cette jeunesse turbulente pose un problème à M. Papon, le préfet de police de Paris. Les origines de ce malaise doivent être recherchées dans les troubles d'après-guerre, troubles sociaux, troubles familiaux, décadence de l'autorité paternelle, puisque ce phénomène n'est pas un phénomène français, mais un phénomène universel. Toutes les précautions humanitaires sont prises pour une répression effective et efficace. Les blousons noirs seraient donc, aux yeux du préfet Papon, l'avatar français d'un phénomène universel. Comme si, à l'échelle planétaire, toute la jeunesse était devenue folle. De fait, avant que le phénomène n'atteigne la France, d'autres pays ont été confrontés depuis le milieu des années 50 à des accès de violence spectaculaires de la part de bandes de jeunes. En Allemagne de l'Ouest, dès 1955, ceux que la presse surnomme Halbstarken, les demi-portions, s'affrontent dans de gigantesques combats de rue, opposant jusqu'à 4000 d'entre eux. À partir de 1956, les tabloïds britanniques font leur chou gras des frasques des Teddy Boys londoniens, ces jeunes des classes populaires qui ne songent qu'à se battre. En Suède, ils sont baptisés Skunafolk, en Italie, Vitelloni, en Hollande, Nosem. Et le phénomène s'étend même au-delà du rideau de fer jusqu'en Pologne et en URSS, dont la presse officielle fustige les comportements déviants de ceux qu'elle appelle hooligans ou styliaks. Et partout, on parle de décadence, de barbarie, de violence aveugle. Partout comme en France, la surenchère médiatique nourrit le sentiment d'un péril jeune qui menace les fondements de l'ordre social. Il y a aussi à l'époque une forte poussée médiatique qui vient des États-Unis. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, à la même époque, la presse focalise sur des bandes qui ont commencé à faire la une des journaux américains, à sensation de la presse populaire. Et puis là, d'un seul coup, on va essayer de décoder leur uniforme, leurs coutumes, un peu comme une tribu un peu secrète. Donc on va y voir des tatouages d'affiliation, ils ont effectivement des codes vestimentaires bien particuliers, etc., etc. Et la presse française va essayer de calquer cette peur, en tout cas cette espèce de dramaturgie sur nos bandes françaises. Il faut dire que le phénomène n'est pas nouveau outre-Atlantique. Il a commencé dès le début des années 40 dans la communauté mexicaine du Texas avec les Pachucos, des adolescents regroupés en bandes de quartier qui s'habillaient à l'identique. Redingotes descendant jusqu'aux genoux, pantalons larges portés très haut, chaussures anglaises. Tout, chez ces jeunes, est déjà une provocation à l'ordre établi, à la bienséance des États du Sud. Jusqu'à la musique qu'ils écoutent avec une ferveur quasi religieuse, le swing. Et en dehors du swing, ces Pachucos n'affichent qu'une passion, la bagarre de rue. En juin 1943, à Los Angeles, une de ces bagarres dégénère et en quelques heures, la ville est prise de folie. Plusieurs jours durant, des émeutes vont opposer jeunes Mexicains et soldats blancs. Dans les jours qui suivent,
d'autres émeutes éclatent à Chicago, à New York, à Détroit. L'affaire prend une tournure raciale. La garde nationale intervient en force. Ces débordements n'ont plus rien à voir avec les bandes Pachucos, mais ils fixent dans l'imaginaire collectif le mythe d'une jeunesse dépravée, violente, hors de contrôle. La bande de jeunes, nouvelle figure de la barbarie. Très vite, les légendes urbaines apparaissent sur tout le territoire américain. Des hordes de jeunes auraient fait irruption dans telle ou telle ville du Middle West, ravageant tout sur leur passage, violant les filles, pillant les commerces, brûlant même les églises. Des rumeurs délirantes, mais accréditées par l'apparition d'un autre phénomène, les bandes de bikers. Les premiers, c'est les anciens pilotes d'avion de la Seconde Guerre mondiale qui ont été bombardés, le Japon, l'Allemagne, enfin voilà, c'est des pilotes qui ont pris sans doute beaucoup de drogue amphétamine pour se maintenir réveillés pendant des missions qui des fois durent 20 heures, où il fallait aller bombarder Dresde, revenir à Londres, etc. Bon, ces pilotes, quand ils vont être rendus à la vie civile, les Américains, ils sont passés de l'autre côté. Ils sont dans un autre continuum. Et il y a des types qui ont fait des escadrilles, qui ont été les pilotes de l'extrême, qui ont gardé donc une espèce de fascination pour la grosse mécanique. Donc ils vont faire des clubs de motards Harley qui vont très vite évoluer pour certains en club de Hells Angels. Voilà, Hells Angels étant le nom d'une escadrille de la Seconde Guerre mondiale. En juillet 1947, 4000 de ces bikers se donnent rendez-vous dans la petite ville d'Hollister, en Californie, pour assister à une course de moto. Les habitants, paniqués par l'irruption de cette horde pétaradante à l'allure menaçante, se barricadent chez eux, laissant la ville aux mains des motards. Rien de grave ne se passera pendant les 3 jours où les motards occuperont la ville. Ils se saouleront, feront des courses sauvages dans la grande rue déserte, se laisseront aller à quelques bagarres, et puis s'en iront. Mais la presse à sensation parlera des émeutes d'Hollister, décrivant des scènes apocalyptiques inventées de toutes pièces. Et l'affaire marquera tant les esprits qu'elle sera 6 ans plus tard adaptée au cinéma par Hollywood, sous le titre de The Wild Ones, en français, L'équipée sauvage. Si vous voulez, le truc arrive des États-Unis, formé, quoi. Vous êtes un gamin français en 1960, vous allez au cinéma, vous voyez L'équipée sauvage, avec Marlon Brando, des motos, des gars qui ont l'air d'être une bande de joyeuderie. Puis alors, pour les gens qui connaissaient, Lee Marvin, parce que Marlon Brando, dans L'équipée sauvage, en fait, il défend un peu la société, il essaye de calmer le jeu, alors qu'il y en a un qui est le vrai sauvage, le vrai Hells, c'est Lee Marvin. Et il se bat avec Brando à un moment, ils se battent tous les deux pour la suprématie sur le gang, sur la troupe, quoi. Et c'était, enfin, je pense que pour un blouson noir, c'était Lee Marvin, le vrai héros de L'équipée sauvage. Après L'équipée sauvage, les adolescents turbulents de toute la planète se sont trouvés leur code vestimentaire, leur dégaine, celle de Marlon Brando. Jeans retroussés sur des bottes, ceinturon à grosses boucles et surtout le perfecto, cette carapace de cuir créée en 1928 par Harley Davidson afin de protéger les conducteurs de ces machines en cas de chute. Un blouson de cuir noir qui, en 1959, devient en France le symbole de tous les débordements de la jeunesse. Le perfecto, d'où le nom blouson noir, bien sûr, le perfecto, les tiags, enfin toute la panoplie. Le problème, c'était évidemment, compte tenu du milieu social, de pouvoir se procurer ce blouson, ce fameux blouson. Et dans l'hypothèse où il n'y avait pas moyen de se le procurer, on le taxait ou on le dépouillait sur d'autres. Alors, c'est vrai que celui qui portait le blouson, c'était vraiment... il avait sa renommée, quoi. Voilà. C'est un trophée, quoi. C'était un trophée, exactement. En gros, c'était les sapes du western. On était des fanats de western. Il manquait que le chapeau, c'est tout. Mais c'était les mêmes sapes que qu'il y avait des mecs dans les westerns, quoi. On voulait être dans les hautes couleurs du film, c'est ça, ouais. Dans une légende, une histoire, et non pas dans la grisaille quotidienne, et en révolte contre tout le système qui était pour nous à l'époque. Les parents, et l'oppression, l'oppression. Tu sors pas, tu rentres à telle heure. Les flics bien sûr.
Et puis l'école. L'école aussi, c'était nos 3 adversaires contre lesquels on se battait, on combattait à l'école. J'étais viré toutes les écoles. Les flics, commissariats étaient plus bas, ils n'existent plus. J'y ai passé certaines nuits. Le mythe du western comme échappatoire à l'univers étroit des parents. Une virilité brutale qui s'affirme dans la confrontation physique, se nourrit d'un code d'honneur inaccessible aux croulants. Tout y est. Mais la véritable figure tutélaire des blousons noirs au cinéma leur ressemble plus. Elle a leur âge, ou presque, et connaît à l'écran les mêmes égarements qu'eux. James Byron Dean, James Dean. James Dean, le jeune rebelle, fauché en pleine gloire à 24 ans au volant de sa Porsche. Vivre vite, mourir jeune, une profession de foi que tout un pan de la jeunesse va faire sienne dans les années qui vont suivre. Chez moi, j'avais dressé un hôtel avec un cadre de James Dean et des bougies. Et le 30 septembre, date de sa mort, en 55 il est mort, mais à date anniversaire, je faisais jouer sur l'électrophone 3 vitesses, le Képaz, la musique des films. À moins le quart, jour de sa mort, heure de sa mort, je soufflais des bougies, il est mort. Il y avait le cadre de Jimmy, on l'appelait Jimmy. Il y avait un rasoir couteau sur la tablette d'hôtel. C'était chez moi, ça. J'ai pas de témoin pour regarder. C'était entre moi et lui. Je faisais pas ça pour le cinoche, pour que mes potes regardent, tu vois. Là, je m'entaillais, et au-dessus de mon pieu, je marquais Jimmy, son surnom. Il y en a 2 ou 3 qui se baladaient avec du sang, tu vois, au-dessus du lit. Pour cette jeunesse-là, James Dean est à la fois le visage du héros de western, porteur du rêve américain, dont il est un exemple dans Géant, et celui de l'adolescent urbain en crise, délinquant par ennui, qu'il incarne de façon si saisissante dans La fureur de vivre. Pour la première fois, avec James Dean, c'est l'histoire de leur propre vie que les adolescents voient projetée sur l'écran en cinémascope. C'était pas simplement Brando dans L'équipe est sauvage, cuir et violence. Il y avait une sensibilité presque adolescente qui se rapprochait plus de nous. Brando était insaisissable, il était trop loin en tant que mythe. James Dean était plus près. Ses problèmes étaient les nôtres, ses émotions étaient les nôtres. Pour moi en tout cas, c'était l'icône suprême. On a tous été amoureux plus ou moins du personnage de James Dean dans La fureur de vivre, parce que c'était le jeune qui se rebellait contre le père, contre la mère, qui finalement voulait devenir un homme. Quelque part, il y avait la recherche de l'homme, mais sans ressembler au père, quoi. Ça faisait partie de la rébellion d'une génération par rapport à leurs parents. Ils voulaient être tout sauf ce que représentaient leurs parents. Donc ils voulaient sortir du cocon familial. Et donc il y avait, dans le rêve américain, il y avait entre autres ce genre de films, qui étaient des films de chevet, quoi. La jeunesse française rêve donc d'Amérique pour échapper à sa grisaille. Un rêve en technicolor qui a sa bande-son, électrique et sauvage, le rock'n'roll. Vise un peu ça si c'est mignon. Sais-tu où se trouve sa maison? Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu le sais? Dis-moi. Des dizaines de groupes se forment, des centaines de disques sortent, proposant des versions françaises plus ou moins heureuses des tubes venus d'Amérique dans les bagages des GIs, stationnés sur les bases américaines en Europe. Pour la première fois, la production musicale atteint une dimension industrielle et devient le point de ralliement d'une nouvelle catégorie de population, celle des adolescents. Rock'n'roll, les voisins, ils avaient ça dans les oreilles du matin au soir, que ce soit chez Rocky ici, chez moi ici. Ça marchait à fond les électrophones, hein. On entendait que ça, quoi.
Et j'ai eu une plainte des vieux qui pourtant avaient horreur de cette musique. Pour eux, on tapait sur des casseroles, on était des voyous simplement par la sape. Sans avoir rien fait, tu étais un voyou parce que tu avais un jean et un blouson, c'est tout. C'est tout simple. Hein. L'anathème était tout de suite posé, quoi. Moi, quand je repense aux années 60 en France, je pense au silence. Il y avait un silence, mais on n'entendait rien. C'était le pays, on était au Moyen-Âge. Vous étiez en France, il y avait un silence d'une qualité incroyable. Voilà, donc, après, je pense que le principe de la jeunesse, c'est de troubler cet ordonnancement, c'est de dire on n'a pas envie que ça se passe comme... Il y avait un besoin de bouger, d'avoir du rock, d'avoir une musique à nous, de plus écouter d'accordéon. Voilà, c'était tout ça, les blousons noirs. Cette France silencieuse vit pourtant ses 30 glorieuses. Industrialisation, mécanisation, progrès technologique accéléré, c'est l'âge d'or du plein emploi et du travail pour tous. Jamais depuis des siècles, le pays n'a été aussi riche. Produire davantage, produire mieux, tel est aujourd'hui l'impératif numéro 1 de l'industrie qui a mis à l'ordre du jour le terme de productivité, maître mot de l'économie moderne. Les salaires montent, le niveau de vie s'élève. En 1952, un foyer français sur 5 avait une voiture. 12 ans plus tard, la moitié des ménages de l'Hexagone possèdent son propre véhicule. Les lave-linges, les réfrigérateurs, les postes de télévision se banalisent dans les logements urbains. Et la publicité, en plein boom, encourage tous et chacun à consommer, consommer encore, consommer toujours plus. Les jeunes sont naturellement les premiers à s'engouffrer dans cette société de consommation naissante. Ils veulent tout, tout de suite. Pourquoi devraient-ils attendre ? Leurs parents sont-ils plus heureux d'avoir été plus sages ? Je crois que Blouson Noir, ça a été un petit peu l'appellation qu'on a donnée à une nouvelle jeunesse. Alors il y a eu, avant, il y a eu la période des tricheurs, les films, etc., où là c'était plutôt, c'était le Duffelcoat avec les jeunes étudiants parisiens, bon, tout ça on aimait bien parce qu'il y avait toujours ce côté rébellion par rapport à la société, voilà. Et le rock'n'roll, donc, accompagnait musicalement cette révolution, cette rébellion sociale. Rébellion sociale, vraiment. Le mot semble un peu fort. Plutôt une envie de vivre une jeunesse insouciante, de se payer du bon temps avant de rentrer dans le rang, de devenir aussi sérieux que leurs parents. Allez me dire, voilà, je vais chez John. En allant chez Johnny, tu faisais de mal à personne. Mais moi, avant ça, je ne vivais pas. D'ailleurs, que chantaient-elles, les idoles finalement très sages de cette jeunesse agitée ? Pour l'essentiel, le bonheur d'être jeune, libre et surtout les amours adolescentes. Mais pour les plus radicaux d'entre eux, ceux que l'on appelle désormais blousons noirs, la vérité est ailleurs. Leurs références sont plus sombres, plus turbulentes, plus crues aussi. I never looked for trouble, but I never ran. I don't take no orders from no kind of man. I'm only made out flesh, blood, and bone. But if you're gonna start a rumble, don't you try it all alone, because I'm evil, yeah, yeah. My middle name is Misery, yeah. Leurs idoles chantent le sexe, la violence, l'alcool. Elles parlent de leur vie, ou de la vie qu'ils se rêvent. So don't you mess around with me. Bon, vous aviez les fans de Johnny, et puis vous aviez ceux qui dépassaient ça sur la gauche, les fans de Vince Taylor. Vince Taylor, l'ange noir, l'apôtre du cuir noir, avec sa médaille, pochette de Vince Taylor, disque Barclay, il est comme ça, il a des chaînes, il est enchaîné, et il crie « Le rock, c'est ça », c'est le titre de l'album, « Le rock, c'est ça ». Donc, vous voyez ça chez le disquaire, ça faisait peur. Mais Vince Taylor, lui, en arrivant en France, a deux problèmes, deux très graves problèmes.
Tout d'abord, il se demande si les rock'n'rollers français, qui sont nombreux et qui ont un grand public, vont lui permettre de faire sa place au soleil. Et puis alors, le deuxième problème, qui est très important pour lui, c'est celui qu'on veut lui imposer des barbelés autour de la scène où il chante, entre lui, son orchestre et le public. Vince Taylor, pourquoi êtes-vous contre les barbelés? Well, rock and roll is an excitable music. It's a kids' music. It's for young people. If they want to enjoy themselves, I think they should enjoy themselves. Besides that, with barbed wire, if they get excited, they may get hurt. So, I don't like it at all. Puis vous aviez le dieu absolu, Gene Vincent, dit Gégène, qui était incapable de faire un concert s'il n'était pas ivre-mort, mais qui délivrait un truc qu'on appelait le double maléfique d'Elvis en Amérique. Gene Vincent, c'est le mec des blousons noirs, habillé tout en cuir, la patte folle, le regard mauvais. Voilà, là on est à milieu des yéyés et des machins. Bon voilà, vous avez il y avait Moustique qui était interdit de concert parce que chaque fois qu'il se produisait, ça finissait en baston général dans la salle. Donc voilà, vous aviez les blousons noirs, ils avaient quelques chanteurs de rock bien particuliers qui se démarquaient des autres, qui étaient plus considérés comme des chanteurs à minette ou comme des chanteurs pour blouson doré, c'est-à-dire le blouson doré, c'était évidemment par opposition le fils de bonne famille ou des beaux quartiers qui sortait un peu voilà, en surprise partie et qui écoutait aussi lui du rock'n'roll. Pluie d'œufs sur Moustique pour sa rentrée à Annecy. La foire d'Annecy a eu son petit scandale. On a cru un moment que les stands allaient être balayés par la colère du public. Il y a eu des coups et de véritables chapelets d'injures. Tout cela à cause de Moustique. Moustique, c'est lui. Ah, ça c'est... C'est pas vrai. C'est pas vrai, ça. Il y a eu des mensonges dans cet article, quoi. Peut-être le seul rocker de l'époque qui, avant de connaître une fulgurante notoriété et de retomber dans l'oubli, avait été un authentique blouson noir dans l'une des plus grosses bandes de la capitale, celle de la Bastille. Moustique a 19 ans. Il habite le quartier de la Bastille. Ses copains ont des allures de blouson noir. Il vit là, avec ses disques, sa mère, ses copains. Et sur les murs, cet univers de héros hurlant leur malaise et leur violence. Il y a la photo de James Dean aussi. J'aime beaucoup James Dean aussi. Il a une tête tout le temps... on dirait tout le temps qu'il est en colère, qu'il en veut à quelqu'un. Oui. Et vous? Mais je pense qu'il en veut aux gens. Et vous aussi? J'en veux à des gens aussi. Vous en voulez à des gens aussi? Oui. De quoi? Leur méchanceté. Cette rage, cette colère diffuse qui trouve dans la musique un exutoire, ne s'exprime pourtant pas que sur scène, lors des concerts de rock. Le palais des sports parisiens à l'heure du rock'n'roll, ça c'est du sport. Mais la jeune vague n'a rien inventé, ce qu'elle appelle aujourd'hui rock. Du temps de grand-papa, ça portait déjà un nom. On appelait ça la danse de Saint-Guy. En novembre 1961, un concert qui réunit le gratin du rock français se tient à Paris, au Palais des Sports. L'ambiance est explosive. Le public, comme pris d'une crise de démence collective, commence à ravager la salle, arrachant les fauteuils, détruisant les barrières qui protègent la scène. La police intervient sans ménagement et interrompt le concert. Vince Taylor, qui devait clôturer la soirée en vedette, est privé de scène et ses fans en blouson noir sont furieux. Dans la foulée, la préfecture de police interdit les concerts de rock'n'roll plusieurs mois. Bilan de ce petit festival, 2 millions de dégâts, quelques bosses, des yeux au beurre noir et un cimetière de chaises cassées. Bref, du grand art. Pourtant, la fièvre rock'n'roll ne retombe pas. Pourquoi donc vous en plaindre, monsieur Vince Taylor? Vous y êtes peut-être pour quelque chose. On ne connaissait pas les drogues à l'époque. Hein. C'était pas les années 70, c'est les années début 60. Donc on marchait à l'alcool. Et comme ça coûtait trop cher l'alcool dans les bars, on allait acheter des litres de bière Vivastar, je me souviens qu'on s'envoyait.
Une fois qu'on était bien bourré, après avoir bu des litres de bière, le ventre gonflé, on pouvait rentrer dans les troquets, aller à un concert de rock. Bon, bah ça y est, on était en forme pour toute la merde, comme on disait, quoi. Parce qu'un chanteur de rock à l'époque, Rocky Volcano, avait dit, ça nous avait marqué ça, ça avait tout cassé pendant son concert. Il avait dit à un journaliste, qui lui avait dit c'est votre faute, vous avez déclenché la bagarre en provoquant, bon, etc. Il avait répondu, s'il n'y a pas de merde, c'est pas du rock. Le chaos perçu comme une fin en soi, la provocation érigée en mode de vie. Ces rebelles sans cause ne revendiquent rien, n'espèrent rien, ne veulent au fond rien changer dans le monde qui les entoure. Juste le secouer un peu, pour le frisson, ce qui les rend d'autant plus effrayants pour leurs aînés. Ce sont nécessairement des barbares. On est aussi dans un monde qui se transforme. Et que, bien sûr, toutes les transformations génèrent de l'inquiétude, donc l'idée que tout fout le camp, que la jeunesse ne respecte plus rien, que les valeurs sont jetées par-dessus bord, donc il y a un discours donc de fin du monde, enfin de pessimisme qui accompagne toujours ces moments de transformation. On est en train d'entrer dans une autre ère. D'autant que ces changements rapides ne sont pas des parties d'une réelle violence sociale, ni accessibles à tous. En 1959, malgré l'extraordinaire développement industriel, la France reste encore un pays fortement agricole. Mais les paysans, eux, sont de moins en moins nombreux. Les villages se vident et les provinciaux déclassés s'agglutinent en périphérie des villes où l'industrie réclame des bras. Tout au long des années 50, la crise du logement a été un problème majeur qui n'est pas encore réglé, malgré une urbanisation à marche forcée, à coups de béton et de grands ensembles. La France gaullienne invente un nouveau concept urbanistique, la banlieue. Dans ces villes nouvelles qui encerclent les grandes agglomérations, les bars et les tours incongrus se dressent au milieu des terrains vagues et des vieux immeubles de rapport qui n'ont pas encore l'eau courante. Un univers chaotique, un entre-deux coincé entre ville et campagne, où l'on s'ennuie ferme lorsque l'on a 15 ans et du temps libre. Le cadre dans lequel je me trouve avec mon beau-père et ma mère, c'est un HLM. Le comportement violent, c'est un comportement qui est aussi constitutif de l'environnement dans lequel on se trouve. C'est-à-dire qu'il y a une tension quand même assez permanente. C'est les terrains vagues, c'est les cités dortoirs, les nationales, les casses-autos. C'est pas très gai comme horizon. On foutait rien le samedi et le dimanche, comme on dit, on glandait. On était des glandeurs. Et moi, j'étais le seul à intervenir. Les gars, bougez-vous, bougez-vous. Moi, j'ai vu des gars tourner en mobilette pendant des heures autour du pâté de maison. Voilà, c'était un passe-temps comme un autre. C'était un état d'esprit. Ça, c'était l'état d'esprit vraiment blouson noir. De fait, les quartiers populaires à la périphérie des grandes villes sont le principal vivier de ces bandes de blousons noirs qui défraient alors la chronique. À l'époque, 60% des jeunes quittent l'école à 14 ans pour entrer en apprentissage ou à l'usine. Ils sont chaudronniers, tourneurs, livreurs, maçons ou garçons bouchers. Du fait de leur âge, leurs patrons ont le droit de ne leur verser qu'un demi-salaire et de leur imposer une semaine de 48 heures de travail. Le week-end, abruti de travail et sans vraiment d'argent, on zone. On se regroupe au pied des HLM et on traîne son ennui en cherchant à s'en évader par n'importe quel moyen. Même et surtout les plus absurdes, les plus violents, les plus transgressifs. Pour que ce groupe de jeunes d'un même quartier qui tue le temps devienne une bande de blousons noirs, il n'y a qu'un pas à franchir, celui qui sépare le comportement à risque de la petite délinquance. La plupart de ces jeunes travaillent.
Et donc, leur bande, elle se réunit du vendredi soir au dimanche soir. Parce que le lundi matin, on est à l'usine, au chantier. Donc, ce sont des bandes qui ont qui fondamentalement, elles sont là, elles gèrent le temps libre de ces jeunes. Et les actes qu'ils commettent sont d'ailleurs pas des actes transgressifs qu'ils commettent, sont des actes plus ludiques, plus de défis, que des actes d'appropriation crapuleuse à finalité financière. On vole une voiture pour faire un tour avec, et puis c'est tout. Pas pour la maquiller, puis la revendre dans un réseau. Il y a une coupure très nette entre la bande de blousons noirs et ce qu'on pourrait appeler le milieu, c'est-à-dire la criminalité organisée. Ces deux mondes qui ne se fréquentent pas, ces deux mondes qui n'ont pas la même culture. Le seul point de rencontre de ces deux mondes, c'est la prison. On a dit que certains d'entre vous sortaient de prison, c'est vrai ça? Ça c'est vrai. Bon, qui par exemple? Moi. Toi, qu'est-ce que t'as fait? Moi j'ai fait des disques, quoi. C'est-à-dire? Voler des voitures, tout ça. Voler des voitures et toi? C'est pareil, quoi. Fait évasion, tout ça. C'est difficile de prendre des voitures, comment tu t'y prends? Bon, on s'y prend, quoi. Il faut avoir un tournevis ou... rien, quoi. Et qu'est-ce que tu en fais de ces voitures? Voilà, nous, ce qu'on fait, on va faire un tour, quoi. C'est de la petite délinquance, hein. Quoi qu'on en dise, effectivement, c'est quand même violent, on ne peut pas le nier, mais c'est de la petite délinquance. C'était pas des larcins organisés dans lesquels il s'agissait de se faire de l'argent pour vivre. C'était plutôt un mode de vie dans lequel il y avait une sorte c'est presque institutionnalisé, quoi. Jusqu'à un certain point. Hein. Après, quand on flirte avec la délinquance, au-delà de la petite délinquance, il y a la moyenne. Mais je pense que quand on reste strictement dans le cadre dans lequel moi je me trouvais en tout cas, on n'allait pas au-delà d'un certain seuil. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas eu de vol. Hein, mais... Donc il y avait une provoque. Plutôt que de se planquer, faire gaffe, on y allait frontalement. Le but c'était ça, c'était même de se faire... se retrouver au commissariat, c'était presque une médaille quelque part. Même si on prenait des claques dans la gueule, mais tu sors du commissariat... Je voyais James Dean dans La Fureur de vivre sortant du commissariat avec ses potes dans le film. Pour nous, c'était en superposition quasiment. On revivait la même chose quelque part. La délinquance des blousons noirs, ce fut donc avant tout une délinquance ludique. Une initiation, un rite de passage dans cet âge adulte qu'ils rejetaient en bloc. Ils étaient des garçons turbulents, dans un monde neuf, dont personne ne comprenait encore vraiment les codes. Ils affirmaient crânement sur fond de rock'n'roll que ce monde était le leur, que leur temps allait bientôt venir, et que jusque-là, rien ni personne ne saurait les empêcher de n'en faire qu'à leur tête, quitte à se brûler les ailes. On est vraiment là dans des valeurs de virilité, il s'agit de montrer qu'on est fort, qu'on n'a pas peur, voilà, donc les valeurs assez classiques de virilité qui sont assez partagées avec le monde de l'usine et de l'atelier. Hein. Un certain nombre de blousons noirs feront ensuite d'excellents syndicalistes, membres du service d'ordre de la CGT, ce qui leur permettra de continuer à assouvir leur goût de l'affrontement viril, soit avec les CRS, soit avec les gauchistes. Ils ont fait peur à la société française, que le basculement trop rapide dans la modernité effrayait. Mais au bout du compte, ils n'ont pas été si terribles. Dans le rapport que la direction de l'éducation surveillée adresse à Monsieur le garde des Sceaux en 1959, on peut même lire que le niveau de la délinquance juvénile est loin, très loin d'atteindre celui des années de l'immédiate après-guerre. Ce qui donne l'effet de trompe-l'œil, c'est tout simplement que les jeunes sont plus nombreux que jamais depuis le début du XXe siècle. Les enfants du baby-boom sont simplement tous devenus des adolescents. Tout? Quel âge tu as? 15 ans et demi. Et toi? 16 ans dans le mars. Et toi? 16 ans au mois de janvier prochain. C'est un peu comme certains garçons des quartiers aujourd'hui.
C'est-à-dire, il y a une forte délinquance juvénile dans les cités aujourd'hui, etc. Il y a une forte proportion de garçons qui va même connaître l'incarcération mineure, etc. Et finalement, les 3/4 de ces types, arrivés à 20 ans, ils rentrent dans le rang, ils se mettent à bosser ou non, ou ils finissent chômeurs, mais en tout cas, ils essayent de réintégrer les rangs de la société, de se réinsérer en gros. Le blouson noir, c'est le même. Alors même si certains d'entre eux, à force de turbulence et de violence, vont glisser dans une vraie délinquance professionnelle et en faire carrière. Mais la grosse majorité d'entre eux, une fois les vapeurs de l'adolescence passées et les poussées de testostérone qui y sont liées, ils vont rentrer dans le droit chemin, ces garçons-là. À partir de 18, 20 ans, ils vont faire quelques gardes à vue. Les plus virulents d'entre eux iront à Fleury-Mineur, qui a été inauguré en 1969. Il y en a quelques-uns qui vont finir là, au centre des jeunes détenus, pour quelques mois, après une bagarre un peu plus douloureuse qu'une autre. Et puis, ils vont vite, finalement, rentrer chez eux, reprendre leur boulot, se marier, avoir des enfants et devenir exactement le modèle de ce qu'ils décriaient quelques années auparavant. Il y a un dernier article dans Match, je crois, début 63, sur les blousons noirs, qui se termine par on est tous des blousons noirs. Alors l'article est intéressant, puisque la photo d'accroche, c'est des blousons noirs vus de dos. Et l'article se termine en disant on est tous des blousons noirs, et il cite toutes sortes de choses, y compris le père de famille qui prend le volant en ayant trop bu, etc., comme exemple de blousons noirs. Et à partir du moment où tout le monde est blouson noir, plus personne n'est blouson noir. 5 ans plus tard, lorsqu'en mai 68, la jeunesse donnera à sa révolte un contenu politique, ce ne sera pas la même jeunesse. Celle-là sera plus éduquée, plus bourgeoise, plus radicale aussi. Et pendant qu'au quartier latin, les pavés voleront, dans les banlieues périphériques, de jeunes adolescents continueront à s'ennuyer ferme et à flirter avec la marginalité violente. Au fil des ans, leurs codes vestimentaires, leurs musiques changeront. Ils s'appelleront tour à tour Loubar, Zoulou ou Racaille. Mais ils continueront à alimenter les pages faits divers des journaux. Ils seront toujours en bande, toujours violents, toujours rebelles. Et leurs aînés, passés de l'autre côté du miroir, les regarderont sans toujours les comprendre. On n'est pas mort. Il fallait te défoncer la gueule parce que tu étais habillé comme ça, tout simplement. Jean-Paul mènera une vie d'errance avant de devenir animateur radio et écrivain. Immanquablement, on se faisait serrer. Et de quart de bourg en quart de bourg, on atterrissait... Patrick reprendra ses études et se consacrera lui aussi à l'écriture. Quant à Gérard, il attendra l'âge de la retraite pour reprendre là où il l'avait laissé 40 ans plus tôt son rêve d'adolescent, devenir chanteur de rock. When you're moving right up close to me, that's when I get the shakes all over me. Quivers down my backbone, I got the shakes down my knee. Traders in my time.